on raisonne toujours d'une façon très cloisonnée. Et donc les artistes d'un côté, les entreprises de l'autre, l'économie de l'autre, etc. Et on est toujours sur un cloisonnement incroyable. Mais on voit bien un cloisonnement aussi quand vous avez les salariés. Ils ont eux-mêmes un cloisonnement très important entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Et donc on est sur... on n'arrive jamais à trouver une vision un peu globale de notre engagement et de notre envie de faire. Voilà. Faire ensemble, moi il me semble que c'est quand on donne du sens, soit à notre engagement public, soit à notre engagement privé. Je crois qu'il y a quand même toujours du sens à mettre à l'arrivée et qu'il y a toujours un fil conducteur. Donc en clair, je pense que David, tu prêches pour une vision holistique de l'ensemble du système, avec une prise en compte systématique, et l'avenir de la culture peut-être là-dedans, une prise en compte systématique de l'action culturelle dans l'ensemble du développement des politiques publiques, mais également aussi à notre niveau individuel, dans la manière dont nous sommes et dont nous participons, d'une certaine manière, à l'élaboration d'une culture, ne serait-ce qu'en la consommant. Puisque si nous consommons de la culture de masse, mais nous fabriquons et nous suscitons la création de culture de masse. Donc tu poses véritablement la question de la responsabilité individuelle et collective. Oui, oui, je pense. Mais par exemple, ce qui me paraîtrait aussi intéressant, c'est de trouver des passerelles entre les pratiques professionnelles et les pratiques amateurs. Souvent, quand on parle de culture, on parle peu de pratiques amateurs. Alors que les amateurs, il y a énormément qui font qui font de la musique, mais de la danse, donc ces passerelles, on est là, je pense qu'on devrait remettre beaucoup à l'ordre du jour l'éducation populaire. On est sur mais c'est incroyable parce que ça a été une histoire, l'éducation populaire. Et à un moment donné, on a complètement abandonné tout ce qui faisait sens dans l'éducation populaire. Ça, je trouve dommage. Oui, tu poses bien la question effectivement de ces relations de pratiques amateurs et pratiques professionnelles. La plupart des professionnels d'ailleurs ont commencé en tant qu'amateurs avant de se spécialiser, de devenir des incontournables souvent de leur propre discipline, des véritables virtuoses même de leur discipline. Donc on voit bien qu'effectivement il y a un mouvement d'aller et retour, je dirais, entre le monde de l'amateurisme, le monde des professionnels. Peut-être faut-il travailler encore à bâtir les passerelles, comme tu disais. Bâtir des passerelles, certainement, mais ce qu'il faut surtout, c'est pas minimiser aussi le monde des amateurs. Souvent, quand on parle de culture, on parle de... Il ne faut pas non plus occulter l'excellence, parce que je crois que c'est important de défendre l'excellence, mais est-ce qu'on peut dire que parce qu'on fait de la musique ou autre, c'est secondaire et c'est sans importance? Je ne crois pas. Tout ce qui permet d'ouvrir l'esprit, qui permet la construction de soi-même est important, et si c'est faire de la musique, mais faire du sport aussi. Souvent on oppose le sport et le... Moi qui suis une grande sportive, vous le savez, donc on oppose souvent le sport et on se rend compte que intellectuellement on dit bon, les sportifs ils sont cons. Et les autres, c'est l'intelligence. Et ça, je trouve ça... on a des a priori comme ça qui sont quand même assez extraordinaires. Et est-ce que nos manières de segmenter, je pense notamment à l'organisation, je pense notamment à l'organisation administrative des choses, ne créent pas artificiellement justement des zones de frontières infranchissables? Je pense par exemple entre la séparation de tout ce qu'on a appelé le socio-culturel et le culturel. Est-ce que ça veut dire qu'une culture qui, d'une certaine manière, voilà, une culture immanente au-dessus d'un socio-culturel qu'on condescend à laisser exister? Ben pour moi, la barrière entre socio-cu et culturel, il y a belle lurette qu'elle est franchie, et que je trouve absolument anormal de dire qu'il y a d'un côté le socio-cu et de l'autre côté le culturel. Pourtant, nombre de
communes, de métropoles même, dont certaines que tu connais très bien, pratiquent cette scission. Oui, mais c'est pas parce que les politiques n'ont pas toujours raison. Donc, c'est pas parce qu'ils pratiquent ce genre de, voilà, de division que je trouve ça très bien. Et donc, si on devait, pour conclure, essayer de voir où réside l'avenir de la culture, comment peut-on envisager un avenir pour la culture? Alors si c'est Emmanuel ou Louise qui parlent, ils vont dire que la culture a fait un bond ces dernières années et qu'au contraire, il y a eu enfin je suppose Louise, mais Emmanuel c'est ce qu'il me dit, que ça a fait un bond et que si on regarde 30 ans en arrière, on se rend compte à quel point on a franchi des étapes, c'est ce qui est vrai. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on est arrivé à une stagnation. J'ai l'impression qu'on est arrivé à l'heure actuelle est-ce que parce qu'on est sur des interrogations permanentes, ou est-ce que où on franchit le pas, on le franchit plus. Il est dans une stagnation. On est toujours au même niveau depuis quelques années. Et on n'arrive absolument pas. Alors c'est vrai qu'on est tellement confronté au néolibéralisme d'un côté, au populisme de l'autre, donc c'est excessivement compliqué peut-être d'avancer. Les partis n'ont plus du tout aucun pouvoir. Donc, alors je ne sais pas, mais moi je suis un paléontologue. Je suis un casseur de cailloux, mais j'observe les histoires d'évolution. Et très souvent, ce que je note, c'est que lorsque les espèces évoluent, c'est qu'elles sont en tout cas dans une situation de stress d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est les endroits, les territoires les plus marginaux, les endroits où il est le plus difficile d'exister, c'est là que va se développer l'innovation. Est-ce qu'on ne peut pas considérer peut-être qu'aujourd'hui la culture est arrivée à une sorte de palier où à la fois on a des contraintes économiques, toute une série de contraintes qui s'exercent sur elle, et que du coup, on peut garder espoir et confiance à la culture parce qu'elle va savoir transcender ces difficultés pour se réinventer d'une certaine manière pour les générations futures. C'est une véritable question. Oui, alors ça, on va laisser Louis répondre. Louis a souhaité intervenir. Je voulais répondre un peu sur la question, est-ce que la culture est dans la stagnation ou pas? Parce que je pense qu'il faut envoyer un message clair sur ces domaines. Je pense que la réponse, n'est pas une réponse univoque. Dans certaines choses, c'est clair qu'il y a une stagnation pour des budgets publics. Par exemple, en France, aussi en Espagne, il y a eu une descente importante à partir de la crise économique. Mais pour l'autre côté, il y a des nouvelles qui sont très positives. Par exemple, dans les projets, des budgets pour les programmes Horizon 2020 pour les 6 ans 2021-2027, la culture est dans des centres de préoccupation pour la recherche qui va être financée pour l'Union européenne. Il y aura beaucoup d'argent. Et même les programmes Europe Créatif vont augmenter son budget. Alors, il y a certaines nouvelles qui sont positives et d'autres qui sont négatives. Le problème, c'est que le rôle de la culture sera différent. Dans le sens qu'il y a une demande d'implication dans des enjeux qui sont des enjeux généraux, dans un moment où il y a une énorme complexité que nous ne sommes pas capables de résoudre, et on voit dans la culture un espace de réflexion, un espace d'analyse, un espace d'expérimentation. Et si on est prêt à ça, il y a des chemins à faire. Si on reste dans les paradigmes romantiques, probablement c'est difficile. Mais c'est aussi difficile qu'il était pour Mozart, laisser travailler pour l'archevêque de Salzbourg et vivre à Vienne, parce que travailler pas comme un employé de l'évêque, mais comme un artiste indépendant, c'était énormément complexe. Je pense que ça, il faut l'accepter. Mais il fait partie, toujours, le monde de la culture, le monde de l'art. C'est un monde où il y a très peu qui réussissent à obtenir les succès.
Et la plupart du monde, non. Mais, et je laisse cette idée ici, l'idée c'est l'intelligence artificielle va changer absolument les marchés de travail. Il va changer la relation entre travail et loisirs. Et ici, il y a probablement un espace énorme pour les professionnels d'accompagner l'énorme quantité des amateurs qui probablement pourront utiliser ce temps, peut-être pas beaucoup d'argent, mais les temps, pour faire d'autres choses. Je pense que c'est une réinvention de la profession. Et je pense qu'ici, il y a d'énormes possibilités. Mais comme toujours, il faut être en tête dans l'avant-garde pour essayer de répondre aux enjeux. Et bienvenue à la complexité. La culture a été toujours à la mêlée de ça. Merci, merci Louis. Une question dans la salle? Alors, moi, j'aimerais vous poser la question et témoigner en même temps, parce que, en fait, je porte un projet innovant dans la culture. Et alors, quand on nous parle de l'innovation culturelle, c'est carrément de la terra incognita. De toute façon, ce que c'est, il n'y a pas trop d'aide, il n'y a aucun soutien. Et pourtant, c'est des projets qui peuvent apporter une possibilité de s'exprimer à toute une pléiade d'artistes, surtout de nouvelles générations, et qui permettront aussi au public d'avoir des expériences qu'ils n'ont jamais eues auparavant. Et donc en fait, voilà, je voulais poser une question à vous. À quel point les politiques sont prêts à participer à ces projets innovants dans la culture? À quel point ils sont prêts à aider les porteurs de projets à changer le monde, à créer le patrimoine de demain, à créer un attrait touristique aussi des années à venir? Merci. Moi, je pense que les politiques ont une obligation de